Alors, voulez-vous faire une petite interrogation? Vous vous souvenez tous de ce qu'est un effet indésirable, hein, médicamenteux. C'est une réaction qui est nocive, non voulue, un médicament, et qui est... Avant, c'était quand le médicament était en usage thérapeutique. Et depuis 2008, 2009, là, on a une extension du champ qui est vraiment dans la loi depuis 2011, c'est très très clair, où maintenant on a toute l'utilisation hors AMM. Et ça mentionne tout ce qui est surdosage, tout ce qui est hors indication, tout ce qui est mésusage, abus ou erreur. Donc l'interrogation, mais vous regardez pas la réponse dans votre truc, parce que vous avez déjà la réponse. On voulait repréciser un petit peu ce que c'était que le surdosage, le hors indication, le mésusage, l'abus ou l'erreur. Qu'est-ce qui est intentionnel? Qu'est-ce qui est fait par le médecin? Qu'est-ce qui est fait par le patient lui-même? Qu'est-ce qui est fait dans un but thérapeutique? Qu'est-ce qui est fait dans un but non thérapeutique, à votre avis? Alors, qu'est-ce que vous voyez le plus? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Le surdosage, le hors indication, le mésusage, les situations d'abus ou les erreurs? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent? Qu'est-ce qui vous enquiquine le plus? Nous, à l'hôpital, on est les erreurs. Voilà, les erreurs. À l'hôpital, on a toute une démarche sur la gestion des risques qui est très axée sur les erreurs. Alors, les erreurs, est-ce que c'est intentionnel ou non intentionnel? C'est non intentionnel. Une erreur, c'est non intentionnel. Et ça peut être fait par le patient ou par le médecin ou par le soignant. D'accord? Donc voilà. Ça rentre dans le cas de la pharmacovigilance. Mais il y a d'autres situations qui sont un peu moins non intentionnelles, qui sont un peu plus intentionnelles. Si on prend le hors indication, ça c'est qui? C'est le médecin. J'en vois quelques-uns. Alors, vous prescrivez souvent hors indication? Ça arrive assez souvent. On va avoir un bel exemple tout à l'heure, le baclofène par exemple. Mais bon, maintenant, on va voir qu'on peut rentrer dedans. Le fentanyl, là justement, on va en parler après, vous avez une spécialiste. Donc on va voir tout ce qui se passe hors indication du fentanyl et quels sont les dangers qui y sont liés. Le mésusage, qu'est-ce que c'est pour vous le mésusage? Est-ce que c'est plutôt le patient ou est-ce que c'est plutôt le médecin? Voilà, le mésusage, c'est qualifié par le patient. C'est le patient qui prend mal son médicament. Et que ce soit intentionnel ou non intentionnel. Mais en général, c'est, on va dire, plutôt intentionnel. Encore que, c'est pas évident. Chez les personnes âgées, c'est pas forcément intentionnel. Donc là, là, on rentre peut-être plus dans le cadre de l'abus. De l'erreur, pardon. De l'erreur. Donc le mésusage, c'est pas quelque chose de facile à décrire, hein, en fait. On se rend compte que soit on range beaucoup de choses dans le mésusage, soit on range certains... Mais on va dire qu'en général, le mésusage, c'est plutôt intentionnel par le patient. C'est le patient qui détourne un peu le médicament et dans un usage qui est à but plutôt... Ah non, ça c'est... Oui, ça peut être festif, oui, récréatif. Mais parfois, c'est dans un usage thérapeutique aussi. Contrairement à l'abus, qui lui est clairement par le patient, mais là, à usage non thérapeutique. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout un jargon qu'il faut apprendre à maîtriser, que nous, personnellement, on a un petit peu, des fois, on a du mal à sectoriser les choses là où elles sont. Et puis, pensez, je voulais faire un petit rappel sur l'exposition professionnelle. Donc, voir en dessous, on a la correction. Le surdosage, en général, est intentionnel. Le hors indication est intentionnel par le professionnel de santé à but thérapeutique. Hein. Je ne vois pas comment le professionnel de santé pourrait être à but non thérapeutique. Le mésusage est intentionnel par le patient, on va dire en général à but thérapeutique, mais peut être un peu détourné. L'abus est intentionnel, mais à but non thérapeutique. Et l'erreur est non intentionnelle et en général se situe dans un but thérapeutique. Voilà un petit peu ce qu'on va rencontrer comme situation et qu'il faut apprendre à reconnaître et à notifier. L'interpellation, là, c'est plutôt, ne vous dites pas, oh ben, ça, non, c'est pas de la pharmacovigilance, ou ça, c'est... Si vous êtes dans un établissement, ça peut aller dans le cadre d'un CREX, hein, mais tout ce qui va dans le cadre d'un CREX avec exposition à effet indésirable, ça va aussi en pharmacovigilance. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, des fois, c'est l'un et l'autre. Donc là, on va vous présenter une mise au point
j'ai du mal à ouvrir, sur le fentanyl, puisqu'il se trouve qu'on fait un suivi national du fentanyl, mais je laisse la parole à Lucie. Alors oui, je vais vous parler un petit peu du bon usage du fentanyl, molécule qu'on suit à Nancy, comme disait Nadine, à travers le suivi national des formes transmuqueuses à action rapide. Alors, donc pour revenir rapidement sur la molécule de fentanyl, une de ses particularités, c'est qu'elle a un effet analgésique qui est très important, qui est 100 fois supérieur à celui de la morphine. Donc, molécule très, très efficace, à la biodisponibilité importante, souvent supérieure à 90%, plutôt lipophile. Et donc, bien sûr, elle a le statut de stupéfiant et suit la règle de délivrance des 7, 14, 28 jours. Comme vous le savez, différentes formes galéniques sont disponibles. La forme intraveineuse à but d'anesthésie générale, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, et les formes transdermiques avec le diurégésique en patch et tous ces génériques, ainsi que les nouvelles formes transmuqueuses, donc pour lesquelles on fait le suivi national. Donc, formes transmuqueuses pour lesquelles on assiste à une multiplication en fait, du nombre de formes sur le marché depuis ces dernières années, avec 4 formes à administration buccale actuellement et 2 formes à administration nasale. Donc, pour le transdermique et le transmuqueux, donc, on est dans le domaine de l'antalgie. Alors, molécule de fentanyl qui pose entre guillemets un certain nombre de problèmes, puisqu'on a eu 2 alertes en 2 ans. Alors, la première alerte que je vais vous détailler, c'est sur le fentanyl transdermique et l'exposition accidentelle, notamment chez l'enfant. Alors, juste un petit rappel sur les indications. Le fentanyl transdermique est destiné au traitement des douleurs chroniques sévères qui ne peuvent être correctement traitées que par des analgésiques opioïdes. Son service médical rendu est important pour les douleurs cancéreuses, c'est pour ça qu'il y a un remboursement à 65%, et il est insuffisant pour les douleurs chroniques non cancéreuses. En général, il n'y a pas d'études à long terme qui ont montré une efficacité de ce produit, raison pour laquelle il y a théoriquement une absence de remboursement. Alors, au cours des dernières années, plusieurs publications dans la littérature d'exposition pédiatrique accidentelle ont été réalisées. Par exemple, il y a eu en 2007 une publication d'un décès d'un enfant de 1 an suite à l'ingestion d'un patch qu'il avait retrouvé dans une poubelle. On a eu également publication, par exemple, d'un cas de dépression respiratoire qui s'est un petit peu mieux terminé que pour le premier cas. C'est un jeune enfant qui avait fait une sieste avec sa grand-mère qui était traitée par un patch de fentanyl, et le patch, durant la sieste, s'est collé de façon accidentelle chez l'enfant. Et puis un autre cas, par exemple, pour lesquels on peut avoir des soucis, c'est par exemple les patchs qui sont posés sur des plaies superficielles. Donc sur des plaies, comme vous le savez, la structure de la peau, elle n'est plus la même, et donc il y a un passage beaucoup plus important de la molécule, et donc on peut être en situation de surdosage. Donc en ce qui concerne les données des agences, donc c'est des données internationales parce que c'est vraiment un problème qu'on voit dans tous les pays. Aux États-Unis, il a été mis en évidence 30 cas d'exposition pédiatrique, dont 10 cas de décès et 16 hospitalisations. La majorité de ces cas, 19, sont survenus chez des enfants très jeunes, de moins de 2 ans. Et la majorité des cas survient au domicile des parents et parfois également dans les lieux de soins, si par exemple l'enfant accompagne un grand-parent ou un parent à l'hôpital. En Europe, on a également un certain nombre de données, avec 1557 cas d'exposition accidentelle. Alors si la très grande majorité, plus de 97% de ces cas, sont non graves et surviennent principalement chez des adultes, il y avait tout de même 6 cas de décès, tous chez des enfants. Donc tous ces cas ont permis d'identifier des situations à risque et de donner des informations et des mesures pour éviter ce genre de situation. Donc en novembre 2013, l'agence américaine, la FDA, a communiqué une première fois. Et en juin 2014, l'agence européenne, l'EMA, et l'agence française, la NSM, ont réalisé une lettre aux professionnels de santé sur le risque d'exposition accidentelle pouvant mettre en jeu le pronostic vital, notamment chez l'enfant. Alors, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il a été demandé ce qu'on appelle des mesures de minimisation du risque. Il a été demandé aux fabricants d'utiliser une encre différente qui est plus visible au niveau du patch et qui s'efface moins facilement, pour identifier plus facilement quand le patch va être collé accidentellement sur, par exemple, un enfant.
Alors, si on reprend vraiment sur les recours, ce qui a été dit sur le bon usage d'une forme transdermique, donc les très grandes règles, ça s'applique au fentanyl, mais ça peut s'appliquer d'une façon générale à tous les patchs. Comme la quantité de substances actives dans un patch usagé reste très importante, de 30 à 85% de la dose initialement présente, on voit bien que l'effet toxique peut être là. Et d'une façon générale, sur un dispositif transdermique, on ne doit jamais le découper, on ne doit jamais le diviser et on ne doit jamais l'utiliser quand il est endommagé. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un risque d'intoxication accidentelle. Pour pouvoir avoir un passage important de la molécule, les patchs, comme je viens de vous dire, sont chargés de façon importante en substances actives. Et le fait de découper aussi peut exposer à un risque de contact et d'allergie avec la substance active. Et plus du point de vue de l'efficacité, il va y avoir une absence de garantie de la dose délivrée. Donc tout ça fait qu'il ne faut jamais découper ou utiliser un patch endommagé. Et comme je vous disais tout à l'heure, un patch ne doit jamais être placé sur une peau lésée. La peau, elle a un rôle de barrière. Le patch, il a été conçu pour être utilisé avec la barrière peau, entre guillemets, fonctionnelle. Si elle est dénaturée, il y a beaucoup trop de principes actifs qui va passer et on va se mettre en situation potentielle de surdosage. Alors, les situations à risque qui ont été identifiées, c'était tout d'abord le transfert du patch du patient vers un tiers. Les précautions à prendre pour éviter cette situation, et ça va être tout d'abord de privilégier des sites d'application couverts, donc le haut du dos ou du torse, le bas du dos, puis éventuellement le haut des bras. Le patient devra s'assurer régulièrement de la bonne adhésion, soit en touchant ou soit en visualisant le patch, suivant l'endroit où il est passé. Et il faut porter une attention particulière, notamment lors des contacts physiques rapprochés. Le cas du sommeil, en fait, c'est souvent, il y a plusieurs cas de décès chez des enfants qui ont fait des siestes avec, comme je vous disais tout à l'heure, le grand-parent ou le parent, et dans lesquels le patch est décollé. Et, donc il suffit de pas très longtemps et on arrive au décès. Donc en cas d'une exposition accidentelle, la conduite à tenir, c'est le retrait du patch accidentellement collé sur le non-patient, entre guillemets, et une consultation médicale immédiate. Le deuxième type de situation à risque, c'est quand un jeune enfant va ingérer de façon accidentelle un patch usagé. Donc ça veut dire que quand on a fini d'utiliser un patch, il va falloir replier le patch sur lui-même en englobant le côté substance active, le côté efficace, pour le coller et qu'il ne puisse plus être adhérer sur la peau. Il faut placer le patch dans le système de récupération qui est en général fourni par le fabricant et il faut absolument le placer hors de portée des enfants. Alors ça, c'est valable aussi bien pour les dispositifs usagés que pour les dispositifs non usagés. Et il faut retourner tous les dispositifs usagés à la pharmacie. Et donc là encore, quand il y a une ingestion accidentelle, il faut bien sûr consulter un médecin rapidement. Alors, l'autre situation d'ingestion accidentelle, c'est quand le patch s'est décollé d'un patient traité ou d'un enfant lui-même traité. Donc là encore, il faut appliquer le patch sur des sites couverts et peu accessibles. Quand on traite un enfant, il faut appliquer le patch sur la partie supérieure du dos. Et là encore, il faut s'assurer de la bonne adhésion du patch après la pose et lors de l'application. Donc pour avoir une bonne adhésion, les recommandations, c'est couper les poils superflus, pas à la tondeuse, mais au ciseau, pour vraiment pas dénaturer l'annexe qu'est le poil, en fait, qui peut modifier le passage. Il faut laver la zone à l'eau propre et ne pas utiliser de nettoyant ou d'alcool, donc pas de savon ou de détergent quelconque. Et il faut sécher bien la peau avant l'application, pour pas qu'on ait un effet occlusif ou qu'on ait des modifications de passage. Et là encore, quand il y a eu ingestion accidentelle d'un patch, il faut consulter très rapidement. Alors donc ça, c'était pour le fentanyl transdermique. On a eu une deuxième alerte au niveau des fentanyls transmuqueux. Alors là, plus sur le mésusage et les effets indésirables locaux. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc ça, c'est des molécules qu'on suit. Il y a un suivi national de pharmacovigilance et d'addictovigilance qui est réalisé par le CIP et le CRPV de Nancy. Depuis 5 ans, on a une multiplication de ces formes, puisque outre Actic, qui est commercialisé depuis 2002, les autres formes buccales ont été commercialisées en 2009, 2010, 2013, et il y a 2 formes nasales, Instanil et Pecfen, qui ont été commercialisées plus récemment en 2010-2011. Donc là encore, toutes ces molécules ont une biodisponibilité très importante, supérieure à 50%, avec un délai d'action court de 10 à 20 minutes en général.
Donc, un pic de substances actives, une biodisponibilité importante, on a tous les critères avec une molécule très active pour avoir de la dépendance et éventuellement de l'abus. Donc ces molécules fentanyl transmuqueux ont une indication vraiment de niche, théoriquement. C'est le traitement des accès douloureux paroxystiques chez les adultes recevant déjà un traitement de fond opioïde pour des douleurs chroniques d'origine cancéreuse. Donc là, je vous ai remis ce qu'on entendait par traitement de fond. C'est depuis au moins une semaine une des molécules mentionnées ici. Et pour ces molécules, le service médical rendu est important avec un remboursement à 65%. Donc le suivi national de pharmacovigilance va suivre les effets indésirables fréquents des opiacés. Donc vous connaissez la dépression respiratoire, l'hypotension, l'état de choc. Les autres réactions indésirables fréquentes, type nausées, vomissements, constipation, étourdissement, céphalée, somnolence, fatigue. Et puis également les réactions au site d'administration. Est également suivi le mésusage au sens large, avec l'utilisation hors AMM, donc soit chez des patients non cancéreux, soit chez des patients naïfs aux opioïdes, ou soit chez des patients non adultes de moins de 18 ans, ou des utilisations hors AMM multiples qui combinent toutes les choses que je viens de vous citer. Est également suivi le non-respect des règles de titration, l'usage abusif ou détourné, notamment dans le cadre de la toxicomanie ou des injections, l'usage criminel pour la soumission chimique, est également surveillé la pharmacodépendance, le surdosage, qu'il soit accidentel ou intentionnel, et le switch entre deux formes de fentanyl transmuqueux, puisque ces formes en fait, ne sont pas bioéquivalentes, on ne peut pas switcher de l'une à l'autre, on doit refaire toute une phase de titration qui est assez compliquée avec ces spécialités. Donc le suivi national a conduit en septembre 2013 à un point d'information des professionnels de santé. Alors pour deux raisons principales. Tout d'abord les effets indésirables locaux. Avec les formes buccales, on a en effet observé des douleurs, des irritations et des ulcérations au niveau de la muqueuse buccale. Pour les formes à administration nasale, on avait des sensations de gêne, d'épistaxis, des rhinorrhées et parfois des perforations de la cloison nasale. Et avec la spécialité actique, qui est une sorte de sucette, si vous voulez, à frotter contre la gencive, on avait des caries qui pouvaient, type caries rampantes, en fait, comme les caries qu'on a chez les jeunes enfants quand ils prennent des biberons de jus de fruits la nuit, en fait, vraiment des caries très importantes, et qui pouvaient conduire à une extraction totale des dents. Donc là, c'était chez une jeune patiente, c'est une publi, ils lui ont retiré la totalité des dents, en fait, elle mésusait. Alors, elle mésusait du fentanyl, elle en prenait beaucoup, mais c'était une jeune de 24 ans qui se retrouve avec une extraction totale des dents. Alors, le mécanisme d'action avec cette molécule, comme tout opiacé, on a une diminution de la salivation, donc qui fait que le produit reste plus facilement au niveau du site d'action. Et on a le rôle du glucose, comme je vous ai dit que c'est une sucette, on a 2 grammes de glucose par unité de prise, on a présence d'acide citrique. Donc acidité plus glucose, c'est un peu explosif pour les dents. Et donc, a été mis également en évidence lors du suivi national une utilisation hors AMM très très importante, plus de 80 à 90% suivant les spécialités pour les cas qui nous parvenaient, avec principalement des utilisations pour des douleurs hors cancer, des patients qui étaient traités par ces spécialités sans traitement de fond opiacé et des prescriptions de doses excessives par rapport aux recommandations. On a également un certain nombre de cas d'abus et de dépendance. Et on a des non-respects de la titration et de l'utilisation dans l'AMM. Alors jusqu'à présent, on n'a pas trop de cas d'exposition pédiatrique avec des décès comme on a pu voir pour le fentanyl transdermique, mais c'est quelque chose qu'on suit, notamment par le fait que, je vous disais, il y a Actic qui est une sucette. Pour les enfants, au niveau du visuel, c'est un peu embêtant, quoi. Donc voilà, affaire à suivre sur le fentanyl. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Non ? Oui, juste pour l'anecdote, justement au départ, qu'on utilisait ça à l'hôpital, évidemment, comme ça embêtait un peu le personnel là, de remettre ça, puis d'aller donner aux pharmaciens, c'était compliqué. On a eu quelques, on va dire, je sais pas si c'était des éducateurs ou des junkies ou je sais pas quoi, ils faisaient les poubelles et ils se faisaient des infusions ou des chewing-gums avec les trucs usagés. Donc il faut vraiment les surveiller parce qu'une fois qu'il y en a un qui sait, où il y en a,
Là, vous en avez, le lendemain, il y en a 20 qui musardent pour aller chercher les trucs usagés. Donc, il faut bien faire attention à bien les ramener chez le pharmacien, parce que si vous les ramenez pas, il y en a d'autres qui les prendront une fois qu'ils le sauront, quoi. Oui, c'est vrai Et ça, on l'a vu en vraie grandeur à l'hôpital. Alors, on se dit, mais non. Bah, quand il s'agit de gens dépendants, ils sont capables de tout. Entre autres, d'aller fouiner les poubelles pour se faire des infusions, comme ils font avec, des fois, certains antitussifs ou des choses comme ça. C'est vrai que dans la littérature, on a plein de cas de détournement avec des patchs qui sont mâchés ou infusés, exactement. Ouais. Il y a plein de cas dans la littérature. Juste oui, au niveau des patchs, il y a pas mal de discussions sur les aspects des patchs et c'est pas si simple parce qu'ils veulent faire des patchs plus visibles, plus identifiables, mais du coup ils ont fait des jolies couleurs et qui dit jolies couleurs dit plus attractif pour les enfants qui peuvent se les échanger, enfin se les coller pour faire plaisir et tout parce que c'est ce qui est, parce qu'aux États-Unis ils ont déjà fait la migration des couleurs et des trucs et il commence à y avoir un petit peu des choses comme ça. Donc c'est pas trop évident. Pour le fentanyl, vous rencontrez des prescriptions hors AMM ou ouais, dans le cadre de lombalgie ou de choses comme ça ou de cruralgie. C'est vrai que l'efficacité, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études sur les douleurs, en tout cas les douleurs chroniques hors cancer, il n'y a pas vraiment d'études fortes d'efficacité au long cours. Souvent les études sont menées sur moins de 3 mois, enfin il n'y a pas d'éléments de preuve très forts en fait, de l'efficacité. Moi, je suis médecin généraliste. Dans ma pratique, j'ai eu un cas où j'ai prescrit au AMM, maladie de Charcot-Marie-Tooth, chez une femme d'une 40aine d'années, avec des douleurs lombaires atroces, suivies à la Croix-Rouge. Moi, je suis originaire du Sud-Franche-Comté, à Lyon. Ils ont mis 1 an à prendre la décision d'une indication opératoire. Ils sont renvoyés la balle. La dame avait un haut risque thromboembolique. Cette femme, en 48 heures, prise de douleur à ne pas pouvoir marcher, elle a fait une embolie pulmonaire. Donc elle a eu un traitement, on va dire, avec des morphiniques, des morphiniques de longue durée d'action, des morphiniques de courte durée d'action et des morphiniques flash, un peu tirés à 4 épingles, qui ont permis de résister pendant 1 an le temps que cette décision soit prise. Elle a été opérée en 2 temps chirurgicaux, un temps abdominal, un temps lombaire. Elle n'a plus de traitement. Je ne fais pas la médecine bizarroïde ou je ne sais pas quoi. Il fallait que je vienne en aide à ma patiente qui était hyperalgique, qui avait pour tout traitement par les spécialistes à Lyon de sa maladie génétique, un corset qui appuyait sur les racines du nerf sciatique. Elle a passé moult imageries. Cette dame, aujourd'hui, n'a plus de morphinique. Mais c'est un exemple. J'ai osé prescrire au AMM. J'ai une pharmacienne qui m'a suivie. On a dû se battre contre la caisse. Les médecins de Lyon m'ont aidée. Et puis, voilà. Par contre, moi, quand on prescrit du fentanyl ou tout ça, il y a des dispositifs dans les boîtes où il faut recoller les patchs usagés et les ramener en pharmacie. Et c'est suivi. Normalement, on ne met pas ça dans la poubelle à la maison. Enfin, voilà, quoi. En général, mais ouais, après... Et donc, elle avait, pour dire, donc, de l'oxycodone, elle avait d'oxynorme, d'oxycontin, de l'oxynorme, et elle avait de l'Effentora. Voilà. Non, mais on voit tous, comme les cas dont je vous parlais. L'autre que j'ai vu, pour vous dire, on a vu arriver, je devais être, il y a quelques années, j'étais encore assistant maître de conf, on voit arriver une petite mamie, comme on dit, en myosis. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On la déshabille, elle avait toute une collection de patchs qui étaient mis comme ça. Donc, après, c'est comme ça, quoi. Il y a toujours des cas ainsi. Oui, il y a toujours des histoires de chasse, mais quand on va aussi aux formations... Enfin, bon, je fais aussi de la formation de la FMC puis de la FPC, mais je veux dire, sur les formations sur la douleur, dans les centres antidouleurs, il n'y a pas que les cancéreux qui ont des douleurs infernales. Et voilà. Non, mais là, c'est un débat aussi sur le ressenti, les douleurs. C'est vrai que, moi qui ai fait un peu dans la fibromyalgie, quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils ont des douleurs à 10 depuis 3 ans, donc après, il y a le ressenti des choses. Mais dans l'esprit, là, nous, on voulait rester un peu, surtout se borner au réglementaire, sachant que vis-à-vis des caisses, en tant qu'ancien rhumatologue, on peut, si on anticipe dans des cas comme celui-là, prendre contact avec les médecins des caisses et ils ne sont pas tous bornés. Oui, non, mais je crois que nous, pareil, dans certaines indications AMM, dans l'ostéoporose, à l'époque, maintenant ça s'est un peu assoupli, il y a des règles, notamment avec la cortisone et choses comme ça, mais il y avait certains médecins de caisse qui poursuivaient, où on devait même quasiment rembourser les traitements pour certains. Donc bon, ça s'est assoupli, sachant que maintenant, les gens
sont beaucoup plus sérieux. Il y a des référentiels. Dès qu'on sort des référentiels, il suffit d'être un peu proactif, d'aller voir des gens qu'on suppose intelligents ou tout au moins capables de dialogue. Et je crois que pour des cas comme celui-là ou d'autres cas comme j'ai pu voir en rhumato, maintenant il y a même des staffs, des réunions de concertation interdisciplinaire où ça se discute tout ce qui est ORAMM. Et dans ces cas-là, maintenant, ça passe mieux, je pense. Non, mais merci, justement, c'est intéressant pour nous d'avoir du reflet de terrain, parce que c'est vrai qu'on peut rester assez théorique et on assume une certaine responsabilité dans l'encadrement du produit, parce que c'est vrai, on l'a en suivi national, on aime bien être assez... Mais c'est important pour nous d'avoir des remontées de terrain de ce type-là, parce qu'il faut aussi qu'après, les laboratoires jouent le jeu à demander véritablement des AMM et ne pas laisser le hors AMM, comme on va le voir, comme ce qui est en train de se... Enfin, c'est en train de se solutionner pour le baclofène. Mais disons qu'il faut aussi que tout le monde joue le jeu dans tous les sens.